Cher Patrick, chers membres de GeoLinks, chers amis, chers professeurs, merci d'avoir organisé ce colloque, cette conférence. Déjà plusieurs mois que nous travaillons ensemble sur ce sujet et au vu et à l'écoute des deux premières interventions, je crois que ce colloque se justifie par la qualité des interventions et par l'enjeu. Quand on a défini le programme, j'ai décidé de vous parler de l'irréputation, puisque c'est un sujet majeur aujourd'hui. On a commencé déjà à en parler, du point de vue de l'entreprise, naturellement, et du point de vue du monde de la défense et des forces armées. Déjà, Warren Buffett nous disait il faut 20 ans pour bâtir une réputation et il faut 5 minutes pour l'anéantir. Si on réfléchit, c'est vrai que ça va vite. Nous l'avons déjà dit, il faut beaucoup de temps pour bâtir une stratégie, pour communiquer et pour pouvoir la déployer. Il faut parfois un tweet, une image, une vidéo pour la détruire. Et dans le cadre qui nous intéresse, je dirais qu'aujourd'hui, la conflictualité de l'espace, du cyberespace, a évolué. Puisqu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, bien sûr, ce sont les réseaux et les réseaux sociaux. Et l'irréputation, si c'est à la fois une science et un art, elle se situe à la fois du côté du cyberespace. Quand j'entends de parler de cyberespace, j'entends tout ce lieu nouveau de conflictualité, de défis et d'engagement pour les entreprises et pour les forces armées. Aujourd'hui, on doit bien sûr repenser ce cyberespace de façon différente, puisqu'il s'impose actuellement à la fois sur terre, sur mer, dans l'air et dans l'espace. N'oublions pas, en guise d'introduction, de dire que si nous pouvons communiquer avec nos portables, avec nos ordinateurs, c'est qu'il y a notamment dans les mers, dans les océans, des canaux d'information qui sont des canaux qui permettent de véhiculer l'information Internet et notamment social media. La guerre évolue. Aujourd'hui, la viralité, c'est-à-dire l'ensemble du moyen de diffusion, devient une arme stratégique. Quand j'entends dire une arme stratégique, j'entends dire que deux mots sont clés, si vous voulez. Le mot réseau, qu'on a déjà entendu, et le mot guerre. Réseau et guerre sont les deux faces, si je peux dire, de l'irréputation. Alors, que faut-il entendre par irréputation? C'est un mot qui circule à peu près partout, mais dont on connaît peu ou très peu l'intérêt. Alors, je vous ai mis quelques mots-clés. On a cité beaucoup Twitter. Je citerai aussi Facebook. Pourquoi je cite Facebook? Puisqu'aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes naturellement. Aujourd'hui, 665 millions d'internautes qui se connectent et utilisent Facebook tous les jours à travers le monde. Des membres actifs qui sont à hauteur de 1,1 milliard de personnes. En matière de mobile, 750 millions de personnes qui se connectent, 289 millions d'utilisateurs actifs. Chaque membre passe en moyenne 6 heures et 44 minutes par mois sur les réseaux sociaux type Facebook. Alors naturellement, les réseaux sociaux, là il y a une carte, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui on compte environ une centaine de réseaux sociaux, les plus connus étant naturellement Facebook, Twitter, Instagram, et d'autres. Ce que je trouve intéressant sur cette carte, c'est qu'on voit effectivement la variété. Pour le dire en termes stratégiques et peut-être guerriers et militaires, c'est-à-dire que pour attaquer, il faut avoir les bonnes armes, et aujourd'hui, les armes sont variées. On voit des couleurs qui représentent principaux réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en France, sur cette carte, et par ailleurs, les réseaux Facebook, Twitter sont majeurs, mais n'oublions pas qu'il y en a de nombreux autres. Je ne vais pas rentrer dans une technicité, mais soulignons une chose, c'est qu'aujourd'hui, les armes sont variées, les armes deviennent de plus en plus à la portée de tous. L'irréputation, pour le dire en deux mots, c'est l'opinion commune, c'est-à-dire l'information, les avis, les échanges, les commentaires, et j'insiste sur un mot, les rumeurs. On en a déjà parlé. Aujourd'hui, il est facile de manipuler, de déstabiliser et
de provoquer la chute d'un État, d'un homme politique ou d'une institution. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement l'irréputation touche, on va dire principalement l'échange, la rumeur, à la fois objectif, qualitatif, et quantitatif. Elle touche aussi, cette irréputation, l'opinion réelle, mais aussi l'opinion parfois imaginaire. Comme nous l'avons dit, bien sûr, imaginaire, pourquoi ? Pour dire simplement, sur Facebook, sur les réseaux sociaux et sur les forums, on utilise souvent des avatars. Qu'est-ce qu'un avatar ? C'est une personne qui souvent n'a pas d'existence, que nous, quand je dis nous, c'est-à-dire dans le monde, dans l'entreprise, parfois nous construisons, et dans le monde du renseignement aussi, nous construisons des personnes, des personnages qui sont amenés à jouer un rôle. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend ces personnages, on leur construit une réalité, c'est-à-dire que si nous voulons toucher le monde du renseignement au Moyen-Orient, nous construisons un personnage qui a tous les apparats, toutes les qualités de cet intervenant, et nous faisons jouer littéralement un rôle dans une vaste stratégie. Du coup, il n'y a pas donc forcément d'adéquation, on va dire, entre la réalité de terrain et la représentation des internautes. Voilà peut-être la phrase clé que je voulais vous faire passer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre la réalité de terrain et la représentation qu'ont les internautes et que nous avons finalement par les moyens de communication, l'adéquation n'est pas totale et parfois elle n'existe même pas. Alors on peut être choqué, je vais peut-être vous choquer en disant ça, en disant qu'il n'y a pas donc finalement d'adéquation entre le réel et l'imaginaire, sauf que, pour reprendre peut-être un parallèle philosophique, l'imaginaire et le réel sont un peu plus complexes que simplement une entité physique. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui le problème stratégique pour les acteurs étatiques et non étatiques n'est pas forcément de recevoir l'information, mais plutôt de la qualité de l'information reçue et perçue par, notamment, sur les réseaux sociaux, l'internaute. Ce qui veut dire de façon très concrète qu'une distance peut parfois et souvent s'opère entre l'émetteur, celui qui va donner l'information, et le récepteur. Et s'il y a déstabilisation, s'il y a manipulation, ou s'il y a au contraire positivement échange d'informations, elle se fait entre un émetteur A et un récepteur. Mais la guerre, si je peux dire, se joue dans la partie C, c'est-à-dire entre A et B, et tout ce laps, sous toute cette liberté d'intervention, permet le meilleur comme le pire. Du coup, ce qui nous pose à nous questionner dans le monde de l'irréputation sur la qualité. D'une part, la qualité de l'information émise, effectivement, en termes de renseignement, qui est cette source? Est-ce que nous la connaissons? Est-ce que nous pouvons l'identifier? Est-ce qu'elle a un passé? Est-ce qu'elle a des connexions? Mais aussi la qualité de l'impact. Est-ce que cette personne a les moyens de dissuader et les moyens d'agir? Et enfin, bien sûr, la qualité de la réception de l'information. Ce qui est capital aujourd'hui, c'est effectivement, pour le dire en 2 mots, que les réseaux sociaux sont un terrain de jeu vaste dans lequel tout est à faire ou tout est à maîtriser. J'ai pris un exemple concret pour vous dire aujourd'hui l'impact des réseaux sociaux. Nous avons parlé nombreuses fois de Twitter. Twitter, bien sûr, est un outil que je pense génial en termes d'information et de communication, mais qui est un terrain de jeu à analyser, à banaliser. Je prendrai l'exemple, sans rentrer dans la technicité, la plus grosse attaque via Twitter qui a été mise en place, qui s'appelle le Twitter de Monsieur N. Alors, Monsieur N, qui est-ce? C'est un monsieur qui s'est inscrit sur Twitter dans les premiers. Il a eu le droit de s'inscrire avec la lettre N, qui est quasiment impossible, puisqu'aujourd'hui, pour s'inscrire sur les réseaux sociaux, il faut mettre son nom, son prénom, et pouvoir remplir des informations. Ce monsieur s'est inscrit avec la lettre N,
Son compte, très vite, Twitter est monté à peu près une évaluation de 50 000 €, c'est-à-dire qu'il y a une évaluation aussi financière des risques, et son compte a suscité un intérêt par des hackers. Alors, nouveauté par rapport aux hackers traditionnels. Les hackers traditionnels, avant, envoyaient une série d'informations pour pirater les comptes. Aujourd'hui, le hacking dans le monde de l'entreprise et dans le monde de la défense se fait autrement, puisque le pirate a téléphoné à PayPal. Alors PayPal, pour y situer, c'est une grosse société qui permet des échanges, des achats par Internet. Donc le hacker téléphone à PayPal, a réussi à obtenir les 4 derniers chiffres de la carte bancaire de sa victime. Alors vous savez, quand vous faites des achats, souvent, vous pouvez acheter, tout est crypté, sauf les 4 derniers chiffres. Donc il a obtenu les 4 derniers chiffres. Comment? En faisant simplement de l'ingénierie sociale. Qu'est-ce que l'ingénierie sociale? C'est très simple, on se fait passer par quelqu'un. Dans des grosses entreprises, qu'est-ce qu'on fait quand nous, société, on intervient? C'est très simple, on appelle les directeurs des services informatiques et on se fait passer pour quelqu'un de lambda. Ça donne, pardonnez-moi la simplicité de la conversation, « Salut Roger, tu vas bien? J'ai vu ta femme hier, elle va bien. Donne-moi les codes parce que hier je suis rentré un peu tard, j'ai oublié mes codes. » Et c'est hallucinant puisque dans quasiment tous les cas, les interlocuteurs donnent les codes. Alors, c'est hallucinant peut-être pour une entreprise. Quand on va des grandes entreprises de la défense, je vous promets, ça marche très bien. Je le fais très souvent et je vous invite à le faire. Avec un brin d'humour, vous obtenez l'adresse de la femme et des copains de foot de monsieur Y. Alors qu'il y a des moyens très simples. Si vous voulez obtenir des informations et vous protéger, si effectivement vous ne connaissez pas cette personne, la moindre chose, lui dire dans quel service tu travailles, avec qui, donnons-nous rendez-vous à la machine à café à 11 h et vous voyez physiquement si cette personne existe. Mais aujourd'hui, effectivement, l'information va vite, très vite, et on ne vérifie pas l'information, et c'est très simple de tenir ces codes. Donc le hacker de cas de Monsieur N a obtenu des codes, comme je vous ai dit, il obtient les 4 derniers chiffres de la carte PayPal. Après, il a téléphoné à GoDaddy. GoDaddy, c'est une des plus grosses sociétés au monde qui fournit les noms de domaine. Quand vous avez un nom de domaine, c'est-à-dire une adresse de votre site Internet. Il s'est fait passer pour la victime. Oui, c'est Monsieur N, j'ai les 4 derniers chiffres de ma carte bancaire, je vais vous le donner. Il a dit vouloir changer son mot de passe. Pour cela, le pirate devait avoir donc, les codes de la carte bancaire, donc il les a obtenus comme je vous ai dit. Puis après, facilement, le pirate avait dit qu'il avait perdu sa carte bancaire, mais qu'il avait vaguement connu ses 4 derniers chiffres. Donc il a joué au loto. La personne en face lui dit « Est-ce que c'est le 1 ?» Il dit « Ouais, je ne sais pas, peut-être. » « Est-ce que c'est le 2 ?» « Oui, c'est le 2. » Et finalement, il a validé et obtenu l'ensemble de ses cartes de documents bancaires. Donc vous voyez, ça paraît hyper simple, mais je vous promets, c'est l'arrêté. Le pirate, ensuite, a menacé de... pardon, le mot « pourrir la vie de la personne » via PayPal, c'est-à-dire il a dit à Monsieur N, si vous ne me donnez pas vos codes, je vous prends votre argent. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il a préféré vouloir obtenir les noms de code de son compte Twitter alors que de prendre l'argent. Pourquoi il a voulu avoir les codes d'accès à Twitter? Pour pouvoir justement agir, interagir avec le compte Twitter. Pour le dire facilement, aujourd'hui, les pirates sont moins intéressés à l'argent directement que par la réputation qui a une valeur souvent bancaire et financière et technique beaucoup plus importante que simplement l'accès à un compte bancaire. Parce que, encore une fois, accéder au compte bancaire d'un particulier, je vous promets, c'est très simple. Et dans des entreprises, malheureusement, c'est encore plus simple, puisqu'aujourd'hui, pour dire un exemple très simple, on utilise beaucoup ce qu'on appelle les Dropbox, donc des échanges d'informatique via le cloud, mais c'est tellement simple d'obtenir les codes d'accès qu'en quelques minutes, on peut déstabiliser une entreprise, et quand c'est dans le monde de la défense, vous imaginez qu'on peut même déstabiliser des pays facilement. Alors cet exemple, je ne vais pas insister trop longuement, mais on peut retenir 2 choses. C'est un exemple très intéressant de déstabilisation, faite très vite,
avec peu de moyens. Pour vous dire aussi, on peut étendre cette réflexion au monde géopolitique, et c'est tout l'enjeu de ce que je vais vous dire aujourd'hui, puisque dans le domaine géopolitique, les échelles sont devenues planétaires, interconnectées, et l'un des exemples majeurs qui est souvent cité par les médias, plus ou moins avec grande véracité, c'est l'exemple, bien sûr, du printemps arabe. Pourquoi? Puisque dans le printemps arabe, il y a eu une chaîne quasiment ininterrompue de déstabilisation qui s'est faite essentiellement, alors je mets des guillemets parce que les chiffres sont moins stricts que cela, par le biais des réseaux sociaux, c'est-à-dire via notamment Facebook et Twitter. Et que du coup, c'est comme une traînée de poudre qui s'est répandue, notamment via les réseaux sociaux. Alors je vous ai mis une petite image sur un mur dans un pays du Maghreb. Aujourd'hui, avant on disait merci le général de Gaulle qui nous a sauvés. Aujourd'hui, on met merci Facebook qui nous a sauvés. Et il y a tout un retournement de situation qui s'opère, puisque aujourd'hui, après la mort donc, du marchand tunisien, hein, bien sûr, Mohamed Bouazizi, s'est enchaîné toute une série d'événements qui sont propagés notamment par Facebook. Alors, je vous ai mis une petite image aussi de Facebook que je trouve intéressant parce qu'elle montre justement tous ces canaux d'interconnexion et on voit des taches de lumière qui apparaissent notamment, bien sûr, aux États-Unis et en Europe, mais qui irriguent le monde. Donc, ce qui prouve bien, je pense, que le monde est interconnecté via les réseaux sociaux. Donc, déstabilisation via les réseaux sociaux, ça c'est une arme majeure et capitale. Ce qui est intéressant quand on parle d'irréputation, c'est aussi de dire exactement de quoi on parle, de quelle méthodologie on parle. Et il est urgent, à mon sens, d'intégrer l'irréputation dans les stratégies étatiques, militaires et publiques en respectant une méthodologie rigoureuse. Pourquoi rigoureuse? Parce que, comme toute science, comme toute stratégie, elle passe par des étapes clés. Permettez-moi d'en citer 4. Surveiller, c'est-à-dire mettre en place une veille efficace pour capter l'information. Effectivement, les deux intervenants précédents l'ont dit, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. Et nous avons, dans le monde de l'entreprise, qu'on applique de plus en plus au monde de la défense, des techniques efficaces pour capter l'information. C'est-à-dire qu'on peut, par des champs lexicaux, par des champs sémantiques, capter une information et permettre que l'information soit la bonne. Je prends un exemple. Quand vous parlez de Michelin, vous vous intéressez à l'entreprise Michelin, eh ben, il y a aussi le guide Michelin, bien sûr. Donc il faut avoir des outils performants qui peuvent sélectionner le mot Michelin dans le contexte intéressant qui sont des accords économiques, stratégiques avec d'autres firmes. Donc il ne suffit pas aujourd'hui de capter l'information, il faut la capter vite, naturellement, mais bien et de façon pertinente. Il faut aussi dialoguer. Alors ça, j'insiste dessus parce qu'à mon avis, c'est la spécificité de l'irréputation et des réseaux sociaux. Et c'est peut-être là, malheureusement ou heureusement, parce qu'il y a tout à faire, qu'il faut investir en temps, en argent, en hommes, encore une fois pour les entreprises, mais surtout, je pense, pour les États. Dialoguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons, via les blogs, via les réseaux sociaux, des informateurs de terrain, donc des personnes qui sont sur le terrain, qui permettent de remonter l'information en dehors des canaux institutionnels. Si tout à l'heure on a parlé des canaux institutionnels, c'est capital naturellement, il faut vérifier l'information, mais nous avons souvent des blogueurs qui sont sur le terrain, et je vous prends des exemples très concrets, qu'on peut faire vite remonter l'information du terrain. Il faut aussi, troisièmement, modérer et promouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de passer à côté de ce que disent sur les réseaux sociaux, sur Internet, les amis, c'est-à-dire les contacts amis, mais aussi ses ennemis. Et qui sont nos meilleurs alliés? C'est souvent nos ennemis. Pourquoi?
parce que nos amis, ils sont bons, ils sont là, ils nous aident, et on espère qu'ils sont véritablement des amis, comme dirait Aristote, mais les ennemis sont les gens les plus intéressants, parce que souvent, ils nous apportent des informations sur des ennemis en commun. Donc, il faut modérer, promouvoir, et aussi, j'insiste sur le quatrième élément, réagir dans le beau tempo. Réagir dans le beau tempo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet, obéissent à un rythme, à un dialogue qui n'est pas le même que les médias, je dirais, classiques. Aujourd'hui, Twitter, Facebook, pour dire simplement, sont des médias qui ont leur stratégie, leur dynamique, et il faut la connaître. Je vais prendre un exemple qui m'apparaît capital pour nous. C'est effectivement tout ce qui s'est passé il y a peu de temps avec les diffusions rapides qui entraînèrent effectivement, comme on l'a dit, l'attaque du consulat américain à Benghazi, l'attentat du 18 septembre à Kaboul, qui ont prouvé encore une fois qu'il fallait maîtriser l'information. Et un exemple majeur que j'aime bien reprendre, c'est l'exemple des services d'information et de renseignement israéliens, Tsahal, qui, pendant l'opération Pilier Défense, ont communiqué essentiellement via Twitter. Donc j'ai pris l'exemple de leur compte Twitter. Ils ont communiqué sur Twitter. Et en communiquant sur Twitter, s'est opérée une guerre qui a été capitale, puisque des militants palestiniens ont aussi créé un compte Twitter et ont joué, plus que joué, ont construit une stratégie guerrière, militaire, avec leur adversaire israélien. J'ai pris l'exemple d'un militant palestinien pour vous dire l'état d'esprit. Il nous dit ceci: durant l'agression contre Gaza, je n'ai pas décollé une seconde des réseaux sociaux. Mon objectif, faire connaître la situation des Gazaouis en temps réel, les morts, les destructions. Je me consacre à la lutte contre l'occupation. Depuis 3 ans que je tweete, j'ai découvert la force d'un message de 140 signes. Mon compte, je l'utilise comme une arme. Aujourd'hui, Twitter est une arme réelle. Encore une fois, l'opération Plomb durci, nous avons vu concrètement que des militants du Hamas ont communiqué des positions israéliennes via Twitter. Ce n'est donc pas une illusion, c'est une réalité forte, importante. De même, Facebook s'est vu attaqué par les uns et les autres sur des questions sensibles à la frontière entre Israël et la Palestine, pour savoir à quel village appartenait ce village. C'est-à-dire, est-ce qu'il était plutôt israélien, palestinien? Alors ça paraît anecdotique. Non, ce n'est pas anecdotique, puisque à côté de ça, s'ensuit toute une stratégie à définir. Autre exemple, l'affrontement Russie-Géorgie qui s'est déployé sur la toile. En 2008, le site web de la présidence du président Saakashvili a été piraté et tourné en dérision. Donc ça, c'est l'exemple du compte du Hamas sur Facebook. Donc ce n'est pas un vrai, c'est une reconstruction. On peut communiquer facilement avec le Hamas sur Facebook et partager de l'information. Mais ce qui m'intéresse, c'était cette image, c'est le détournement du site du président Saakashvili. Donc on voit l'adresse officielle, .gouv.ge qui veut dire Géorgie, et ce compte officiel du président Saakashvili a été piraté, tourné en dérision, le président étant comparé à Hitler. Ce procédé, il faut être honnête, a eu un faible impact sur le moment. Par contre, effectivement, le président et son gouvernement sont passés pour des gens ne maîtrisant pas leur stratégie. Autre exemple, le conflit aussi russe qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas du conflit ukrainien, puisque à chaque fois que la Russie parle sur les réseaux sociaux, nous avons l'éloge d'un président dominateur fort et conquérant. La Russie a peut-être gagné et gagnera de nombreux conflits sur les réseaux sociaux. Le président russe passe pour le nouveau conquérant
à la conquête des mondes à découvrir. Alors, vous allez me dire, ça touche peut-être que des zones de guerre, pas forcément. Je prends un exemple d'un micro-État, un Tuvalu. Alors, Tuvalu, personne ne connaît, ou très peu, ce paradis de Tuvalu. Par contre, Tuvalu s'est vu refuser son inscription sur Facebook en disant qu'il était un petit État, ce qui pose des grands problèmes étatiques, et c'est remonté jusqu'à l'ONU. Puisque pourquoi Tuvalu ne peut pas s'inscrire sur Facebook alors que d'autres pays peuvent s'inscrire? Ce n'est pas une question simplement numérique et stratégique, ça devient une question étatique et une question mondiale. Enfin, dans la crise moldave, on a parlé d'une révolution Twitter, c'est-à-dire qu'on a parlé d'un renouveau moldave via Twitter. Alors, ce sont des exemples nombreux et variés qui montrent quoi, finalement, pour résumer, qui montrent qu'aujourd'hui, le combat est un combat dans le cyberespace, dans la cybersécurité, mais aussi dans la maîtrise de son image, de sa réputation, et au-delà de la réputation, c'est-à-dire la maîtrise de ses capacités de défense ou d'attaque. L'échange d'informations est devenu notamment la quête majeure aujourd'hui. Je ne citerai pas l'ensemble des dispositifs mis en place par les Anonymous et tous ces groupes constitués. Ce que je peux vous dire en guise d'analyse, c'est qu'à mon sens, la grande difficulté actuelle pour le cyberespace, c'est la séparation entre les aimants techniques, c'est-à-dire les moyens d'empêcher de nuire, et les moyens politiques. Politique, c'est-à-dire la législation, l'action des gouvernements. Or, nous sommes dans un monde globalisé, et même si des efforts ont été réalisés par les armées, comme en Grande-Bretagne, puisqu'en Grande-Bretagne, ils ont compris qu'il fallait agir sur le numérique. Ils ont fait, comme on dit dans le monde de l'entreprise, de la nation branding, du cyber-narration, storytelling, cyber-diplomatie. Donc les Anglais ont très vite acquis une culture forte dans le monde de l'e-réputation et dans le monde de la défense. Les États-Unis aussi, les États-Unis qui ont compris qu'aujourd'hui, il fallait passer à un terrain actif et faire évoluer ses forces, puisqu'aujourd'hui, il y a effectivement plus de techniques, mais aujourd'hui, le contrôle devient souvent brutal et à promouvoir. Ce que je voulais vous dire aussi, pour résumer tout ça, c'est vous dire qu'il y a au moins 3 raisons qui doivent pousser les armées à s'intéresser aux réseaux sociaux et à l'e-réputation. D'une part, pour vous dire que le public et les technologies s'adressent à un public aussi jeune et bien formé, qui connaît les sujets. Donc, on doit y aller, pour dire simplement les choses. Aujourd'hui, il y a aussi une optique de sécurité globale, où les armées doivent intervenir comme les entreprises pour identifier et maîtriser la menace. Enfin, je dirais que les réseaux sociaux et les influences sont des mines, mais je vous promets des mines assez incroyables d'informations qui permettent de gagner un temps précieux et d'anticiper les réactions. Ce sont, à mon avis, entre guillemets, des forces spéciales actives qui peuvent faire remonter l'information de terrain et fournir des moyens d'action. Je dirais aussi que les réseaux ne sont pas seulement des organes capacitaires, c'est-à-dire de collecte, mais aussi permettent des actions agressives, directes ou occultes. En effet, dans le cas de la cyberdéfense, les réseaux doivent permettre de voler des données. Je vais peut-être vous choquer, mais ça permet de voler des données sensibles, de faire des pressions efficaces sur des personnes ou des institutions. Les réseaux sociaux et les réputations se révèlent une arme de perturbation psychologique efficace. Ce sont des moyens d'action pour déstabiliser, piéger des interlocuteurs. Enfin, pour conclure, je dirais en quelques mots qu'à la fois les acteurs offensifs, mais aussi les organes de collecte de l'information sont de plus en plus adaptés pour des combats asymétriques,
c'est-à-dire aujourd'hui, on voit que le combat n'est plus forcément sur un terrain d'égalité, mais que le combat devient asymétrique et qui implique bien souvent, bien sûr, des acteurs étatiques, militaires, mais aussi de nombreux civils, des ONG, des gouvernements. Ne faut-il pas alors intervenir sur la toile et se doter d'organes efficaces pour contrôler l'information, comme le font les grandes entreprises du CAC 40, qui ont bien compris qu'il ne suffisait pas de vendre ou de promouvoir un beau produit, mais aussi de dialoguer, de construire une stratégie, mais plus qu'une stratégie, une relation avec les clients, y compris les clients mécontents. Donc je dirais, en guise de finale, qu'à l'époque, quand je dis à l'époque, dans l'Antiquité, le philosophe se demandait déjà qui sont mes ennemis, qui sont mes adversaires, ennemis ou amis, nous devons les contrôler, les comprendre pour agir et pour mieux agir. Je vous remercie de votre écoute.